Bonjour François Verdejo. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vendredi dernier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Vous venez tout juste de publier La fin du sida est-elle possible avec le sociologue Gabriel Girard. C'est aux éditions textuelles. On va revenir sur votre ouvrage bien sûr, mais d'abord, quel est votre regard à vous? Le regard, c'est un regard de militant situé à partir d'expériences et de vie et politique, c'est-à-dire en l'occurrence un homosexuel séronégatif, ce qui est important dans la lutte contre le sida, et qui par ailleurs a des engagements politiques à gauche, plus globalement que ça. Alors la couverture du livre m'a interpellé quand je l'ai reçu. Vous posez la question de savoir si la fin du sida est possible. Comment vous y répondez? De façon assez simple, schématiquement, cet horizon, il repose sur des stratégies biomédicales de dépistage et de traitement dont l'efficacité permettrait de l'atteindre. Ce que nous disons avec Gabriel, c'est qu'elles ne suffiront pas et que si on ne prend pas en compte et si on ne combat pas à la fois les inégalités sociales et si on ne lutte pas pour les droits des personnes concernées par le VIH, on n'arrivera pas à cet horizon de la fin du sida. Dans le livre, vous parlez d'une normalisation sous tension. Ça veut dire quoi? Normalisation sous tension, ça veut dire qu'à la fois, il y a une forme de normalisation de cette maladie ou cette infection sur 20 ans, une chronicisation en particulier, et à la fois, d'un point de vue social, le regard porté sur le VIH, les personnes qui vivent avec ce virus, a assez peu changé et reste largement dépréciatif ou en tout cas marqué par la peur. Donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois une banalisation et en même temps le sida reste un objet exceptionnel. Vous rappelez dans le livre qu'on peut traiter l'infection aujourd'hui par la prise unique d'un cachet. D'ailleurs, je crois qu'on étudie, et vous le dites aussi dans le livre, on étudie la possibilité d'avoir une injection mensuelle. Est-ce que l'on constate des effets sur les pratiques sexuelles? Vous parlez vous-même d'un retour des groupes à risque. Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question en termes de santé publique? Alors, le retour des groupes à risque, bien sûr, c'est pas nous, hein, mais on constate que le vocabulaire revient sur la scène depuis 10 ans. Clairement, il y a un effritement des comportements préventifs, en tout cas en France, dans un des groupes les plus exposés qui sont les hommes gays et bisexuels. Et effectivement, il y a probablement un lien de fait entre le changement de statut de cette infection et des comportements préventifs qui sont moins élevés qu'il y a 20 ans. À la fois, c'est le groupe qui continue à se protéger le plus. Du coup, aujourd'hui, on a besoin de développer des stratégies qui permettent, effectivement, en santé publique, en population, d'accroître le niveau global de prévention dans ce contexte de changement de la perception du regard. Donc c'est ce à quoi on s'emploie depuis 5-10 ans pour réarticuler l'ensemble des paramètres. Je vous posais cette question parce que dans le livre, vous évoquez les molécules pour qu'on s'encule, c'est le fameux slogan d'ACT UP dans les années 90. Vous parlez de la PrEP. La PrEP va être un sujet là, dans les prochains mois, les prochaines années, avec le ministère de négociation en termes d'accessibilité, de remboursement aussi. Alors aujourd'hui, en termes d'accessibilité et de remboursement, ça n'est plus trop un sujet dans la mesure où… Ça peut le devenir ou pas? Le retour de la Manif pour tous, par exemple, le retour de ces problématiques-là Ça fait partie des questions qu'on s'était posées, effectivement, il y a 5 ans, en commençant à travailler sur la PrEP, en se disant, mais socialement, est-ce que cet outil va être acceptable? Il est maintenant disponible depuis 2 ans et remboursé par la sécurité sociale sous une forme générique désormais, ce qui du coup financièrement aide aussi à son acceptabilité. Oui, on peut en effet imaginer un retour de flamme morale qui porterait sur les pratiques sexuelles des gays en particulier ou d'autres groupes. Après, d'un point de vue de santé publique et même d'un point de vue financier, il y a de sérieux arguments qui plaident pour le maintien de cet outil. Et aujourd'hui, par exemple, le discours politique d'une ministre de la Santé qui cherche justement à faire toujours plus d'économies, notamment dans le secteur de la santé. Il y a un risque où il y a au contraire une vraie volonté politique aujourd'hui, c'est déjà acté. Je crois que vous parlez d'ailleurs, vous dites que la grande majorité des décideurs publics et des élus s'accordent en apparence sur le bien fondé de la lutte contre l'épidémie, je vous cite, mais que subsiste un fossé immense entre leurs paroles et leurs actes. Oui. Croire, alors. Alors là, c'est moins sur les questions de prévention que sur les questions sociales. C'est-à-dire que ce que nous disons avec Gabriel, c'est que, et finalement c'est rien de nouveau sous le soleil, c'est qu'il y a un certain nombre de déterminants socio-économiques
qui pèsent sur les individus en matière de préservation de leur santé et d'éléments environnementaux qui sont des facteurs qui influent directement sur la capacité à prendre soin de soi, à s'inscrire dans le soin, à s'inscrire dans la prévention. Et que de ce point de vue-là, effectivement, c'est plutôt la régression qui domine. C'est-à-dire qu'on voit bien que les minima sociaux restent à un niveau extrêmement bas. 9 millions de personnes en France sont pauvres. Les personnes qui vivent avec le VIH sont quand même pour la moitié dans une situation socio-économique mauvaise. Donc effectivement, on peut dire on va vers la fin du sida, mais si on n'offre pas aux personnes les conditions qui leur permettent de s'inscrire durablement dans le système de santé, les obstacles financiers aux soins, c'est pareil là, on va vers la fin du tiers payant généralisé, ou plutôt la non-généralisation du tiers payant. Pour nous, c'est un signal extrêmement mauvais. Qui porte le discours aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un affaiblissement, ou en tout cas un recul des associations de défense on a vu dans les années 90 quand même les activistes qui ont porté des combats et qui aboutissent aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un recul de cette mobilisation-là? Sur la question de la prévention notamment. Je pense que c'est compliqué de parler de recul de façon générale. Peut-être les années 2000 ont été une période plutôt compliquée, notamment du fait de conflits quasi idéologiques, on va dire, ou en tout cas théoriques sur la prévention entre notamment deux grosses associations françaises, et dans un contexte où on voyait cet effritement préventif. Il y a une espèce de retour, d'énergie dans les années 2010. Autour des stratégies justement biomédicales de prévention, notamment autour de la PrEP, qui de fait, d'une manière ou d'une autre, semblent être un outil de mobilisation. Après, l'activisme SIDA n'est pas mort, en revanche, il doit se réinventer. Il ne peut pas ressembler à celui qu'il était en 92 ou en 94, effectivement. L'enjeu, vous le dites beaucoup, c'est quand même la question de la prévention aujourd'hui qui reste moralement sensible. Vous dites dans le livre, pourquoi moralement sensible la question de la prévention? On a pris l'exemple de la campagne Sex So Safe de Santé publique France il y a exactement un an. Et donc c'était la première fois que Santé publique France décidait d'avoir dans l'espace public, largement public, une communication ciblée en direction des hommes homo et bisexuels, pour toucher précisément des gens qui ne se reconnaissent pas comme étant gays. Et de quoi il a été question pendant un mois? Il a été question des cris d'orfraie d'un certain nombre de maires, une toute petite minorité, mais qui ont décidé d'évacuer les affiches en question de l'espace public pour protéger les enfants. Donc on avait l'impression de se retrouver en 1985, si vous voulez. Alors évidemment, c'est une infime minorité, mais c'est comme la manif pour tous, 400 000 personnes dans la rue ne font pas la population française. Et pourtant, ça a fait que le gouvernement socialiste a reculé sur un certain nombre de questions. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que c'est objectivement un obstacle au fait de parler de santé publique, puisqu'il y a un an, encore une fois, on n'a pas finalement entendu parler du fond de cette campagne, on n'a entendu parler que des réactions de ces maires que nous qualifions de réactionnaires, et c'est ça qui est venu, si vous voulez, faire écran au discours de santé. Alors justement, c'est intéressant parce que dans le livre, vous parlez, justement à la fin du livre, vous en appelez d'ailleurs à un nouveau contrat social sur le VIH et le sida. Vous évoquez les questions aussi des laboratoires pharmaceutiques et je vous cite, vous dites « Personne ne dit que cette industrie devrait être l'une des plus rentables au monde. C'est quoi la solution? Un monopole public ?» Alors, pas nécessairement un monopole public, néanmoins, probablement qu'on pourrait réfléchir à... C'est-à-dire c'est ce qu'ont fait un certain nombre de pays émergents confrontés à la crise sanitaire du sida. Les États ont dit, nous prenons la main parce qu'il y a une urgence sanitaire, donc nous allons fabriquer, produire des médicaments génériques en 96-98. Donc, on ne dit pas que la solution aujourd'hui, c'est nécessairement celle-là dans nos pays dits riches. En revanche, clairement, le système pharmaceutique arrive un peu à bout de souffle avec ces questions de brevets et qui confèrent un monopole pendant 20 ans. Clairement, on voit bien qu'un certain nombre qu'on va vers un niveau de prix absolument délirant et surtout insoutenable pour les systèmes publics de santé, et donc qui vont avoir un impact sur l'accès concret aux thérapeutiques innovantes. Ce que nous disons, c'est qu'il y a un certain nombre de gens beaucoup plus compétents que nous qui travaillent sur le sujet, à la fois du côté des institutions internationales et des militants. Il faut explorer d'autres façons de faire maintenant. Limiter les brevets, par exemple
Les droits, limiter les droits relatifs au brevet, je veux dire. Oui, il y a des systèmes de pooling de droits qui permettent une rémunération des innovants, mais qui ne se fondent pas sur le système du brevet. Il y a tout un tas de modèles théoriques et faisables qui ont été conçus, sauf que à la fois culturellement, nous sommes tous pris dans ce système pharmaceutique qui de fait est très récent, qui a un siècle on va dire, donc c'est vraiment une construction récente, mais elle a profondément irrigué l'ensemble des milieux de la santé, au point qu'un certain nombre de gens n'imaginent même pas qu'il puisse y avoir autre chose. Et en même temps, ça fait une quinzaine d'années, vingtaine d'années que des alternatives sont pensées. Donc il faut y aller. Pour nous, il faut y aller et faire sauter les verrous intellectuels et politiques, bien sûr, qui nous lient à ce système. Vous interrogez aussi la question de l'internationalisation des enjeux de l'accès au traitement dans le livre. Hier, je recevais le journaliste Claude Issiard. Il vous a posé une question, il rappelle les ravages du sida en Afrique et il vous demande si vous voyez s'ouvrir la possibilité d'une rupture dans l'inégalité d'accès aux traitements et aux médicaments. Alors, heureusement, cette rupture dans l'inégalité, elle s'est déjà faite, au sens où les choses ont considérablement changé entre le début des années 2000 et aujourd'hui. Puisque dans le monde, il y a 20 millions de personnes qui ont aujourd'hui accès au traitement, mais du coup, il y en a encore quasiment 20 qui n'y ont pas accès. Et il y a beaucoup de disparités en Afrique subsaharienne. Des pays avec une très haute couverture en antirétroviraux et des pays d'Afrique centrale en particulier et occidentale qui restent encore faibles, fragiles en tout cas. Il y a une question d'investissement des gouvernements locaux, c'est clair, notamment dans les infrastructures et aussi les infrastructures et le système de santé. Et puis quand même, on manque d'argent à l'échelle internationale. Ce que nous disons, c'est qu'on estime à environ 30 milliards de dollars la somme nécessaire chaque année. Donc oui, pour lui répondre, il y a des fenêtres d'optimisme qui se sont ouvertes, mais le fossé n'est pas encore comblé. J'ai une dernière question, François Verdugo, et c'est cette deuxième question que je poserai à Gabriel Girard, qui est le co-auteur de votre livre. Il est sociologue. Ses travaux de chercheur portent principalement sur les questions de santé, de genre, de prévention aussi. Et comme il y a un débat en ce moment sur la sociologie et sur la sociologie de l'excuse, qui est accusée d'être une science de l'excuse, je lui ai demandé de quelles excuses ces travaux étaient-ils le nom. On écoute sa réponse. Bonjour, merci pour votre question qui fait référence à un débat d'actualité, en effet, pour la sociologie, pour les sciences sociales. Moi, j'amènerai deux éléments de réponse. Le premier, c'est que l'enjeu de l'excuse a été et demeure par certains égards très présent dans le champ de la prévention du VIH. On peut se souvenir, et moi j'ai travaillé sur cette question par le passé, que le phénomène de barebacking, c'est-à-dire la revendication d'une sexualité non protégée par le préservatif par un certain nombre d'homosexuels, ce phénomène a suscité des débats très tendus, des controverses en fait, dans le milieu, notamment dans le milieu associatif SIDA, mais aussi plus largement dans le milieu gay, et qu'à cette occasion-là, les chercheurs en sciences sociales se sont vus reprocher par certains acteurs de chercher à excuser ces comportements sans préservatif, ces comportements à risque, et de chercher à trop les comprendre plutôt qu'à les changer. Donc c'est peut-être ce premier élément qui permet de se raccrocher au débat actuel. En effet, l'enjeu de la culture de l'excuse a été présent dans les recherches sur le VIH, à ce titre-là. Ce qu'on essaye de montrer dans le livre par rapport à ça, c'est que le contexte a changé, les termes du débat ont changé. En effet, les comportements qui hier étaient catégorisés comme des comportements à risque, des comportements moralement répréhensibles, d'une prise de risque volontaire, sont aujourd'hui intégrés dans la prévention, au sens où une pratique sexuelle sans préservatif aujourd'hui, dans le contexte de la PrEP, si les personnes utilisent la PrEP, sera plus catégorisée de la même manière par les intervenants en prévention, par les différents acteurs de ces débats. Donc c'est ça qu'on a essayé de montrer, c'est que la médicalisation de la prévention change les conditions mêmes du débat sur les pratiques à risque. Cela étant, ça ne veut pas dire que ces débats-là, les débats sur la sexualité gay, sur la sexualité en général, ne sont pas toujours des débats moraux, finalement, qui mettent en jeu des conceptions parfois contradictoires de la sexualité, des relations entre homosexuels en l'occurrence. Deuxième élément de réponse par rapport à cette question, puis ça c'est mon appréciation libre de votre question, mais c'est de regarder un petit peu à quoi correspond notre livre en tant qu'objet sociologique, et j'aurais envie de le situer un peu à mi-chemin finalement entre
une approche compréhensive de la réalité, c'est-à-dire qu'on a eu un souci permanent de ne pas poser un regard de jugement a posteriori sur les différents débats, les différentes discussions dont on rend compte dans le livre sur les 15 ou 20 dernières années. Ça aurait été facile de notre position d'aujourd'hui de dire certains se sont trompés, certains ont eu raison avant les autres. Nous, c'est pas du tout la démarche qu'on a voulu adopter. On a plutôt adopté une démarche relativiste d'un point de vue méthodologique, c'est-à-dire de prendre les différentes prises de position à égalité telles qu'elles se présentaient au moment où elles se sont présentées, et d'essayer d'en rendre compte le plus équitablement possible. Évidemment, on pourra toujours nous reprocher d'avoir manqué à ce travail d'équité par moment. Et puis, deuxième chose, on est à mi-chemin entre cette approche compréhensive, mais je dirais qu'on est aussi à mi-chemin avec une approche critique, c'est-à-dire qu'on a voulu, à travers le livre, dévoiler finalement qu'est-ce qui se cache derrière ce consensus général autour de la fin du sida, quels sont les enjeux politiques, quels sont les intérêts en jeu derrière la fin du sida, au-delà du slogan, au-delà du consensus. On a voulu essayer de décrypter les différents enjeux qui se posent à nous, et dans ce cadre-là, on se rapprocherait d'une sociologie critique, une sociologie du dévoilement. Donc, mais pour moi, le livre est vraiment un objet hybride entre cette approche compréhensive, ce relativisme méthodologique, et puis cette approche critique qu'on assume totalement d'ailleurs, et je trouve ça intéressant, parce qu'on a une approche critique, qu'on puisse se positionner dans les débats actuels, pas du tout en surplomb, mais plutôt comme des gens qui sont là pour ouvrir, ou en tout cas compléter les débats, les continuer, les poursuivre sous la forme d'un livre, mais on l'espère aussi sous la forme de débats, de forums, de discussions collectives. Donc je vous remercie pour cette question très intéressante qui m'a en effet inspiré, et puis bonne lecture pour les gens qui vont lire le livre. Merci. Merci beaucoup François Berdugo. Demain, je reçois la comédienne Ariane Ascaride. Elle est à l'affiche de La Villa, un film magnifique réalisé par Robert Guédiguian qui parle du temps, de la fidélité, du lien humain, du lien qui unit une famille aussi. Vous avez une question pour elle ? Oui, j'ai une question. Est-ce qu'elle pense que l'élection de Mélenchon à Marseille ouvre des perspectives ensoleillées sur cette ville ? Alors je transmettrai la question, merci. Merci. Excellent. Bon, j'ai pas toujours été